L'histoire est souvent dépeinte en larges traits de progrès et de triomphe, mais derrière ces moments éclatants se cachent des chapitres sombres que beaucoup préféreraient que nous oublions. Des expériences tordues qui ont défié les limites de la moralité, aux décisions glaciales prises dans des salles secrètes, qui ont altéré le cours des nations. Ce sont des faits que vos manuels d'histoire ne vous raconteront pas. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les couches de l'histoire et dévoiler 20 des faits historiques les plus choquants qui vont vous perturber. Numéro 20. Livres en peau humaine. Cela peut sembler tout droit sorti d'une histoire d'horreur, mais des livres reliés en peau humaine existent, bien qu'ils soient extrêmement rares. Comme si votre corps était non réclamé et qu'ils savaient qu'une fois leur œuvre achevée, elle irait dans une fosse commune et serait perdue pour toujours. Un des exemples les plus notoires est un livre d'anatomie relié dans la peau de William Burke, un homme célèbre pour son implication dans les horribles meurtres de Burke et Hare. Burke fut condamné au 19e siècle pour le meurtre brutal de 16 personnes. Lui et son complice vendaient les corps des victimes à des chercheurs médicaux avides d'étudier l'anatomie humaine. Après la capture et l'exécution de Burke, sa peau fut utilisée pour relier un livre rempli de cours d'anatomie étrangement liés aux crimes mêmes qui ont rendu son horrible commerce possible. Cette pratique rare mais glaçante met en lumière les connexions troublantes entre l'histoire, la médecine et les longueurs auxquelles les gens sont prêts à aller pour le progrès scientifique. Numéro 19. La mort de Qin Shi Huang. Il fut un temps où la Chine n'était pas une nation unifiée. Au lieu de cela, elle était composée de plusieurs États opposés, chacun établissant ses propres dynasties. C'était jusqu'à ce qu'un homme se présente et change tout, le premier empereur de Chine. Ce souverain réussit à unifier ses États en guerre grâce à l'énorme armée de soldats habilement entraînés de Qin. Ainsi, il devint le tout premier empereur de Chine. Malgré ses réalisations, l'empereur était obsédé par l'idée de défier la mort. Comme de nombreux dirigeants à travers l'histoire, il cherchait désespérément l'immortalité. Nous le savons avec certitude, car les historiens ont découvert des lettres qu'il avait envoyées à ses gouverneurs régionaux, exigeant qu'ils trouvent un moyen de prolonger sa vie. Pendant des siècles, ces lettres ont été les seuls indices dont nous disposions concernant sa quête de la vie éternelle. Lorsqu'aucun remède miraculeux ne fut trouvé, l'empereur prit les choses en main et consomma diverses potions qu'il croyait capables de le garder en vie. L'une de ces potions contenait du mercure. Dans l'Antiquité, on pensait à tort que le mercure avait des pouvoirs curatifs, mais en réalité, il est hautement toxique pour le corps humain. L'empereur mourut à l'âge précoce de 39 ans, et beaucoup croient que c'est le mercure qui a abrégé sa vie. On ne peut que s'interroger sur la manière dont les choses auraient pu être différentes s'il avait accepté le cours naturel de la vie au lieu de laisser sa peur de la mort le consumer. Numéro 18. Le ketchup est-il un médicament? Dans les années 1830, le ketchup à base de tomates n'était pas seulement une sauce savoureuse, il était réellement commercialisé comme un médicament. À l'époque, un homme nommé Archibald Miles l'a introduit sous le nom de Dr. Miles Compound Extract of Tomato. Il a affirmé audacieusement que ce produit à base de tomates pouvait faire bien plus que justifier l'assaisonnement de vos plats. On disait qu'il pouvait guérir divers problèmes de santé, tels que l'indigestion, la jaunisse et le rhumatisme. L'idée du ketchup médicinal a rapidement gagné en popularité et d'autres fabricants ont emboîté le pas en créant leur propre version. Certains allaient même jusqu'à faire des promesses extravagantes, affirmant que leur ketchup pouvait guérir des conditions comme la calvitie et le pied d'athlète. Les gens se mettaient même du ketchup sur la tête, espérant que cela ferait pousser leurs cheveux. Il est vrai que les tomates sont riches en nutriments, tant en vitamines A et C qu'en lycopène, un puissant antioxydant associé à plusieurs bienfaits pour la santé. Mais malgré ces propriétés, le ketchup vendu comme médicament dans les années 1800 n'était soutenu par aucune science réelle. Les allégations de santé étaient principalement non scientifiques et farfelues. Au fil du temps, des réglementations comme la Pure Food and Drug Act de 1906 ont été introduites, visant à lutter contre la publicité mensongère dans l'alimentation et les médicaments. Cela a mis fin à la carrière éphémère du ketchup en tant que remède miracle, le ramenant à ce qu'il fait de mieux, rehausser la saveur de nos plats préférés. Numéro 17. Photographie post-mortem. Au XIXe siècle,
la photographie était encore un art nouveau et délicat. Chaque photographie était considérée comme quelque chose d'incroyablement précieux, car prendre des images nécessitait de longtemps d'exposition et du matériel coûteux. Au cours de cette période, les taux de mortalité infantile étaient élevés et de nombreuses familles n'avaient pas de souvenirs durables de leurs proches. Cela a conduit à l'essor de la photographie post-mortem, une pratique où les familles capturaient des images des défunts pour préserver leur mémoire. Cette tradition, particulièrement répandue dans l'Europe et l'Amérique victorienne, visait à faire apparaître les défunts comme s'ils étaient simplement endormis. Les corps étaient souvent soigneusement disposés, entourés de fleurs ou d'objets personnels. Ils étaient vêtus de leurs plus beaux vêtements et dans certains cas, le photographe peignait même des yeux sur l'image pour donner une apparence plus vivante. Les enfants étaient fréquemment posés dans les bras de leurs parents ou entourés de leurs jouets préférés, créant une scène réconfortante. À mesure que la photographie devenait plus abordable et que les taux de mortalité infantile commençaient à diminuer, la pratique de la photographie post-mortem s'est progressivement estompée. Ce qui était autrefois une manière courante d'honorer les morts est devenu perçu comme horrible selon les normes modernes, et la tradition a progressivement disparu de la vie quotidienne. Numéro 16. La peste dansante. Ce phénomène mystérieux a eu lieu en 1518 dans ce qui est aujourd'hui la France. Entre juillet et septembre de cette année-là, des gens ont commencé à éprouver une étrange compulsivité. Ils dansaient et ne pouvaient pas s'arrêter. Tout a commencé lorsqu'une femme a soudainement commencé à danser dans les rues, sans aucun avertissement ni raison, et elle a continué à danser sans s'arrêter pendant une semaine entière. Mais elle n'est pas restée seule très longtemps. Au fil des jours, environ 30 autres personnes l'ont rejointe. Et quand le mois d'août est arrivé, cette soi-disant peste dansante avait touché environ 400 personnes. Normalement, danser dans les rues semble être une célébration joyeuse, mais c'était tout le contraire. Le vrai problème était que les gens ne pouvaient pas arrêter de danser, même si leur corps avait désespérément besoin de repos. Quiconque a dansé pendant des heures peut vous dire à quel point c'est physiquement épuisant. Votre corps a besoin de pause, de récupérer et d'éviter l'épuisement. Mais ces personnes étaient incapables de s'arrêter, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir vraiment troublantes. Ce qui rend la peste dansante encore plus mystérieuse, c'est que personne ne sait réellement ce qui l'a déclenchée. Les gens spéculent, mais il n'y a pas d'explication solide. Il n'est pas non plus clair si la peste a coûté des vies. Certains disent tant que les danseurs ont subi des crises cardiaques fatales, tandis que d'autres insistent sur le fait que certains ont littéralement dansé jusqu'à la mort. La théorie la plus largement acceptée est qu'il s'agissait d'un cas de fièvre collective, mais même cela n'a pas été définitivement prouvé. Numéro 15. Les procès des sorcières de Salem. Il y a plus de 300 ans, lors des célèbres procès des sorcières de Salem, les gens vivaient à une époque où même les plus petites actions pouvaient mener à des accusations de sorcellerie. Une remarque amère, claquer une porte d'église trop bruyamment ou soulever quelque chose de lourd pouvaient tous être interprétés comme des signes d'association avec des forces obscures. La simple suspicion de capacité surnaturelle suffisait à plonger quelqu'un dans un danger grave. L'imagination des enfants était particulièrement dangereuse. Si un enfant accusait son parent d'être une sorcière, cela pouvait sceller le destin de ce parent. Même une dispute avec un voisin pouvait mener à des accusations de sorcellerie si cette personne connaissait par la suite un malheur. Ces actes apparemment innocents suffisaient largement à qualifier quelqu'un de sorcière en 1692 dans la colonie puritaine, profondément religieuse de Salem. Les puritains croyaient fermement au surnaturel, et pour eux, les sorcières n'étaient là pas que des histoires. C'étaient de réelles menaces. Les procès ont commencé lorsqu'un groupe de jeunes filles a prétendu être torturées par des forces invisibles, accusant des femmes locales d'utiliser la sorcellerie contre elles. La panique s'est répandue rapidement, et bientôt, tout le monde pouvait devenir une cible. Les premières deux femmes accusées étaient Sarah Good, Sarah Osborne et une esclave nommée Tituba. Imaginez être condamné parce que quelqu'un a dit avoir vu votre jumeau fantomatique se comporter en public. Cela semble ridicule, mais de telles preuves étranges ont suffi à obtenir des condamnations. Plus de 200 personnes ont été accusées durant ce sombre chapitre de l'histoire. 19 ont été pendus, un homme a été écrasé sous des pierres lourdes et plusieurs autres sont morts en prison.
Numéro 14. Le bandage des pieds. À travers l'histoire, tant dans les temps anciens que modernes, des individus ont souvent pris des mesures extrêmes pour modifier leur corps au nom de la beauté, avec des résultats tragiques. L'un des exemples les plus marquants provient de la Chine ancienne, où la tradition du bandage des pieds est apparue. L'objectif du bandage des pieds était de remodeler physiquement les pieds d'une jeune fille ou d'une femme en les enveloppant étroitement dans des chaussures spéciales, les forçant dans une position non naturelle. Ce processus était censé améliorer non seulement l'apparence des pieds, mais aussi la beauté globale de la femme. À cette époque, les petits pieds bandés étaient considérés comme un signe de statut élevé et de beauté, symbole de grâce et de raffinement. Cependant, la réalité pour les femmes ayant subi cette procédure était loin d'être gracieuse. Le processus était agonisant, souvent commencé à un jeune âge et entraînait des souffrances à vie. De nombreuses femmes ayant eu les pieds bandés souffraient de handicaps permanents, rendant difficile la marche ou même le fait de se tenir debout sans douleur. Malgré cela, le bandage des pieds a perduré pendant des siècles, la pratique ne prenant fin qu'au XXe siècle. Numéro 13, le château de l'assassin H.H. À la fin du XIXe siècle, Chicago était une ville animée et pleine d'opportunités. Alors qu'elle s'expansait rapidement, les investisseurs affluaient pour profiter de l'économie florissante, construisant des structures conçues pour générer des profits. Parmi eux se trouvait H. H. Holmes, un manipulateur de maîtres et maris qui allait devenir tristement célèbre comme l'un des premiers tueurs en série d'Amérique. Pour attirer des visiteurs à l'exposition mondiale de Columbia de 1893, Holmes construisit un hôtel élaboré. Mais ce n'était pas un hôtel ordinaire. C'était un labyrinthe tordu rempli de pièges et de dangers cachés, tous soigneusement conçus par Holmes lui-même. Son plan diabolique était de désorienter, de capturer et finalement de tuer ses invités sans méfiance. Les étages supérieurs de l'hôtel servaient de logement à Holmes, comprenant une étrange disposition de plus de 60 chambres sans logique apparente. Les invités se retrouvaient dans un labyrinthe déroutant, où certaines portes donnaient sur des murs de briques solides, des escaliers menaient nulle part, et des canaux cachés faisaient tomber des victimes sans méfiance dans un sous-sol sombre et inquiet. Le sous-sol était équipé de terrifiants outils de mort, une table de dissection, une morgue et des bassins d'acide. Holmes utilisait ces instruments mortels pour se débarrasser des corps de ses victimes. Certaines étaient asphyxiées dans leur chambre, où les conduites de gaz étaient sous son contrôle. D'autres rencontrèrent leur destin dans des chambres insonorisées, où elles étaient enfermées pour mourir de faim ou de déshydratation. Il fut finalement appréhendé en 1894, mais pas pour les meurtres horribles qu'il avait commis. En réalité, il fut arrêté pour vol de chevaux. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il fut jugé, reconnu coupable et finalement exécuté pour ses crimes odieux. Numéro 12. Pedro le Juste ou Cruel. Pedro le Ferme du Portugal est une figure historique connue sous 2 titres contrastés, Pedro le Juste et Pedro le Cruel. Sa réputation varie considérablement en fonction de la perspective. Malgré son statut royal, Pedro s'est impliqué dans une liaison très médiatisée avec la dame d'honneur de sa femme, Inès de Castro. Leur relation était largement connue et a provoqué une tension politique significative. Inès, issue d'une famille noble de Castille, était perçue comme une menace pour les dynamiques de pouvoir existantes au Portugal. Pour éviter une potentielle alliance politique entre le Portugal et la Castille à travers Inès, le père de Pedro, le roi Afonso IV, ordonna son assassinat en 1355. Cet événement tragique laissa Pedro le cœur brisé, car Inès fut assassinée sous les ordres de son père. Pourtant, malgré la douleur, la dévotion de Pedro envers Inès ne faiblit jamais. Après avoir accédé au trône, il proclama qu'il avait secrètement épousé Inès, la déclarant reine légitime du Portugal. Dans un geste dramatique et choquant, Pedro aurait fait exhumer le corps d'Inès et la placer sur un trône, orné de vêtements royaux. Il exigea que la cour et la noblesse rendent hommage, en embrassant la main de la défunte, comme signe de loyauté et d'amour. Cet acte extraordinaire demeure l'une des démonstrations d'amour les plus puissantes de l'histoire, mettant en lumière les extrêmes que Pedro était prêt à franchir pour honorer sa bien-aimée Inès. Numéro 11. Reliure spéciale.
Megan Rosenblum, bibliothécaire à UCLA, a fait de sa mission de découvrir ces récits inhabituels. Elle cherche spécifiquement des livres qui ont été reliés dans de la peau humaine. Bien que vous ayez peut-être rencontré des thèmes similaires dans des émissions de télévision ou des films, comme une trame de comics Marvel mettant en scène un livre fait à partir de la peau d'une espèce extraterrestre, c'est un aspect véritable de notre histoire. Rosenblum explique que si vous teniez l'un de ces livres reliés dans la peau, vous découvririez pour la première fois dans l'histoire s'il s'agissait de vraies peaux humaines ou simplement d'autres choses provenant d'un animal. Vous pourriez même ne pas vous en rendre compte. Ils peuvent sembler similaires à n'importe quel autre livre, rendant difficile la distinction des matériaux menaçants utilisés dans leur création. Étonnamment, cette pratique ne s'est pas produite pendant les mystérieuses années sombres. Elle a en fait eu lieu au XIXe siècle. Numéro 10. L'homme le plus malchanceux. Tsutomu Yamaguchi, souvent considéré comme l'un des hommes les plus malchanceux du monde, n'était qu'un ingénieur ordinaire lorsque le destin lui a joué une main véritablement extraordinaire en 1945. Le 6 août 1945, les États-Unis ont largué la première bombe atomique sur Hiroshima et par un incroyable coup du sort, Yamaguchi s'y trouvait à environ 3 kilomètres de l'épicentre de la bombe. Malgré des brûlures graves et une cécité temporaire, il a miraculeusement survécu. Imaginez faire face à une telle dévastation et penser « cela ne peut assurément pas empirer ». Mais pour Yamaguchi, le cauchemar était loin d'être terminé. Après avoir passé une nuit pénible dans les ruines d'Hiroshima, il rentra chez lui, à Nagasaki. Seulement 3 jours plus tard, le 9 août 1945, alors qu'il racontait les horreurs qu'il avait vécues à Hiroshima à son patron, la tragédie frappa à nouveau. La deuxième bombe atomique fut larguée sur Nagasaki, et encore une fois, Yamaguchi se trouva à quelques kilomètres de la zone de Ground Zero. Contre toute attente, il survécut encore une fois. Même après avoir enduré une telle souffrance profonde, Yamaguchi était déterminé à retrouver sa famille, et il fut soulagé de découvrir qu'ils avaient également survécu. Fort de ces expériences, il devint un ardent défenseur du désarmement nucléaire, consacrant sa vie à faire en sorte que le monde n'oublie jamais les conséquences terrifiantes des armes nucléaires. Numéro 9. La colonie disparue de Roanoke. Roanoke est famous pour être la première tentative d'établir une colonie anglaise permanente en Amérique du Nord. Mais son histoire prend un tournant mystérieux qui a intrigué beaucoup de monde. Le gouverneur John White, qui a joué un rôle crucial dans la fondation de la colonie, a dû retourner en Angleterre pour chercher des provisions peu après l'établissement de la colonie. Ce qui devait être un voyage rapide s'est transformé en un long retard en raison de divers défis. Lorsque White est finalement revenu à Roanoke en 1590, il a été accueilli par une scène incroyable. La colonie était complètement déserte. Il n'y avait aucun signe des colons, aucune preuve de conflit, et les bâtiments avaient été démontés. Le seul indice laissé derrière était le mot Croatoan, gravé sur un poteau et un symbole de croix griffonné sur un arbre voisin. Les Croatoans étaient une tribu amérindienne vivant sur une île voisine, ce qui a conduit à la spéculation selon laquelle les colons auraient pu chercher refuge auprès d'eux. Malgré des recherches et des enquêtes approfondies, aucune trace des colons n'a jamais été découverte. Leur disparition soudaine est devenue l'un des mystères les plus captivants de l'histoire américaine, nous laissant sans réponse claire sur ce qui leur est arrivé. Numéro 8. Vlad l'Empaleur. Ce leader historique a donné naissance, involontairement, à la terrifiante saga de Dracula. Dans certains cercles, son nom était Vlad Dracula, ce qui se traduit par fils du diable. Il y avait de nombreuses raisons à sa réputation terrifiante, allant de son leadership impitoyable à ses méthodes grotesques de punir ceux qui le méprisaient ou menaçaient son territoire. Vlad était notoire pour sa brutalité. Il n'hésitait pas à jouer sale. Par exemple, il allait jusqu'à clouer des chapeaux sur les têtes des personnes qui refusèrent de les enlever en sa présence. Vlad invitait des nobles et des visiteurs à son château pour ensuite les faire tuer, s'assurant ainsi qu'il exerçait un pouvoir absolu sur son royaume. Mais peut-être l'aspect le plus glaçant de son règne était sa méthode brutale d'exécution. Lorsqu'il voulait envoyer un message fort à ses ennemis, il les empalait sur un poteau pointu, en l'enfonçant à travers leur corps de manière horrible et en dressant le poteau verticalement.
Cette punition horrible faisait en sorte que les victimes glissaient lentement vers le bas, causant une immense souffrance. À la fin de son règne, on estime que Vlad l'Empaleur était responsable de la mort de plus de 880 000 personnes. Ses tactiques brutales et son impitoyabilité en ont fait un véritable monstre dans l'histoire, faisant de son héritage un symbole de peur et d'horreur. Numéro 7. La poupée creepy de Thomas Edison. À la fin du 19e siècle, Thomas Edison. Thomas Edison, que vous pensez probablement à l'ampoule et à l'électricité. Connu pour son esprit inventif, avait une idée unique qui combinait sa technologie de phonographe avec des poupées. Il imaginait un monde où les poupées pouvaient réellement parler, grâce à un petit phonographe caché à l'intérieur de chacune d'elles. Sa vision était de créer un nouveau type de jouet capable de réciter des comptines, offrant une expérience interactive pour les enfants, comme jamais auparavant. Lorsque ces poupées ont été introduites en 1890, elles semblaient délicieuses en théorie. Cependant, la réalité était loin d'être charmante. Les enregistrements du phonographe s'avéraient flous et étranges, faisant en sorte que les poupées sonnent plus comme si elles psalmodiaient des sorts étranges que de chanter de douces comptines. Ajoutant à leur nature perturbante, les poupées étaient fabriquées avec des corps en métal et des têtes en cire, leur conférant une apparence fragile et inquiétante. Avec leur son étrange et leur aspect repoussant, il n'est pas surprenant que l'aventure d'Edison sur le marché des jouets ait été un échec complet. Au lieu de capturer les cœurs des enfants, ces poupées sont devenues plus une curiosité glaçante. Numéro 6. Le conflit des émeus. La Grande Guerre des émeus est sans conteste l'un des conflits les plus inhabituels de l'histoire. Ce chapitre étrange s'est déroulé en 1932, pendant la Grande Dépression australienne, une période où les agriculteurs de l'Australie occidentale étaient déjà confrontés à d'immenses défis en raison du ralentissement économique. Les agriculteurs australiens faisaient face à d'énormes difficultés à cause de la récession. Leurs luttes se sont intensifiées lorsqu'un groupe massif d'émeux, les oiseaux indigènes les plus grands du pays, a commencé à envahir leurs terres agricoles. Ces émeux, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 pieds de hauteur et courir à des vitesses de 30 miles par heure, ont causé des ravages dans les cultures des agriculteurs. Désespérés d'aide, bon nombre de ces agriculteurs, qui avaient combattu courageusement lors de la Première Guerre mondiale, se sont tournés vers l'armée. L'opération était dirigée par le major G.P.W. Meredith du 7e bataillon d'artillerie royale, australienne. Armés d'une impressionnante quantité de 10 000 cartouches, les soldats se sont lancés pour faire face à l'invasion des émeux. Cependant, les émeux se sont révélés étonnamment résistants et insaisissables. Malgré la puissance de feu des soldats, atteindre ces oiseaux rapides n'était pas une tâche facile. Chaque fois que les soldats prenaient en la visée, les émeux se dispersaient, rendant difficile l'obtention d'un véritable impact. Au fil du temps, l'opération a gaspillé des milliers de cartouches sans succès. L'opinion publique a commencé à se retourner contre l'opération, mettant en question à la fois son coût et son efficacité, ce qui a finalement conduit à son arrêt. En décembre, le gouvernement a décidé de mettre en place un système de primes pour gérer la population d'émeus, qui s'est avéré bien plus efficace que l'approche militaire. Maintenant, il est temps pour le choix du jour des abonnés. Dans un coin oublié de la Rome antique, sous l'ombre de hauts colonnes en marbre, deux demoiselles nommées Aelia et Lavinia se promenaient dans le marché animé. L'air bourdonnait des sons des marchands vendant leurs marchandises, des enfants riant et des mélodies lointaines de flûte. Les deux femmes, vêtues de manteaux fluides et de capes vibrantes, se démarquaient parmi la foule, leur rire résonnant comme la plus douce des notes. Mais il y avait quelque chose de particulier dans la dernière aventure d'Aelia et Lavinia. Elles avaient décidé de porter un chapeau extravagant et surdimensionné qui semblait défier les lois de la mode et de la gravité. Le chapeau était une merveille, orné de plumes, de rubans et même de petites pièces de monnaie en argent qui scintillaient au soleil. Alors qu'elles traversaient les rues, elles attirèrent des regards curieux et des rires de la part des passants. Mais les deux amies ne se laissaient pas abattre, appréciant leur style fantaisiste. Soudain, comme si les destins avaient conspiré pour réaliser le souhait de Lavinia, un éclair de lumière les enveloppa. En un clin d'œil, elles se retrouvèrent transportées dans une chambre sombre. Les murs ornés de peintures étranges
illustrant des scènes effrayantes de l'histoire romaine. Elles virent des images de gladiateurs se battant à mort pour le divertissement, des prisonniers capturés languissants enchaînés, et les chuchotements glaçants de trahison qui ont conduit à la chute des empereurs. Les amis ressentirent un frisson glacial en réalisant que les contes joyeux avec lesquels elles avaient grandi étaient assombris par une réalité plus sombre. Lavinia eut un hoquet, et certains empereurs étaient si instables qu'ils faisaient exécuter leurs amis les plus proches. Alors que les images ententes continuaient de se déployer, Aelia et Lavinia étaient à la fois fascinées et horrifiées. Elles avaient l'impression que l'histoire qu'elles admirent une fois s'était transformée en un cauchemar. Quelles vérités cachées sur l'histoire, pensez-vous, sont souvent négligées dans les contes populaires? Comment notre compréhension de l'histoire peut-elle changer lorsque nous explorons ses aspects les plus sombres? Partagez vos pensées et commentaires ci-dessous. Numéro 5. Photos avec les morts. Dans l'Angleterre victorienne, la mort était omniprésente, imprégnant la vie quotidienne, même au sein de la société élitiste. Une multitude de maladies a emporté des vies sans distinction, laissant une marque profonde sur la population. Cette atmosphère de perte pervasive a touché même la reine d'Angleterre à un moment donné. Dans sa douleur, elle a lancé une tendance plutôt étrange en prenant des photographies de ses proches décédés. Oui, elle avait des photos prises des morts, utilisant ces images comme moyen de deuil. Étrangement, cette pratique a résonné chez de nombreuses personnes à l'époque, déclenchant une vague de photographes post-mortem. Bien que cela puisse sembler horrible aujourd'hui, ces photographies offraient un dernier souvenir des défunts, donnant aux vivants un moyen de se souvenir de leurs êtres chers. Numéro 4. Être enterré vivant. Au XVIIIe siècle en Europe, une peur particulière a saisi la société, la terreur d'être enterré vivant. À cette époque, la compréhension médicale était assez limitée, rendant difficile de distinguer si quelqu'un était réellement mort ou simplement dans un profond coma ou un état d'inconscience. Cette incertitude a conduit à une anxiété généralisée concernant les enterrements prématurés. Pour répondre à cette peur, des esprits inventifs ont créé des cercueils de sécurité. Ces cercueils uniques étaient plus couramment trouvés en Europe, mais apparaissaient aussi en Amérique. Ils comprenaient des mécanismes astucieux, comme des cloches ou des drapeaux, qui pouvaient être activés de l'intérieur du cercueil. De cette manière, si quelqu'un était accidentellement enterré vivant, il pouvait alerter les gardiens du cimetière. Ces dispositifs de sécurité sont rapidement devenus des symboles de l'angoisse intense, entourant la possibilité de se réveiller dans une tombe. Tout au long du XIXe siècle, divers designs de cercueils de sécurité étaient évidents, menant à un marché qui répondait à cette peur. En plus de ces inventions, certaines personnes insistaient pour attendre des signes clairs de décomposition avant de considérer l'enterrement. D'autres allaient jusqu'à demander que leur cœur soit transpercé ou que leur corps soit déchiqueté pour s'assurer qu'ils étaient vraiment morts. Cependant, à Saint-Étienne, mesure que la médecine et la science progressaient, ces pratiques et inventions sombres tombaient progressivement en désuétude, reflétant le changement dans la compréhension sociétale de la vie et de la mort. Numéro 3. L'héritage de Marie Curie. Née Maria Skłodowska à Varsovie, en Pologne, en 1867, elle était une scientifique novatrice qui a marqué l'histoire en remportant des prix Nobel en physique et en chimie. Aux côtés de son mari, Pierre Curie, Marie a découvert deux éléments remarquables: le polonium, nommé d'après sa chère Pologne, et le radium. Ces découvertes ont transformé notre compréhension de la structure atomique et de la radioactivité, ouvrant de nouvelles voies pour la recherche scientifique. Les recherches novatrices de Marie Curie ont conduit à des avancées significatives dans divers domaines, y compris les traitements médicaux et les applications industrielles. Cependant, son engagement envers son travail a eu un coût personnel lourd. Les radiations provenant des éléments qu'elle étudiait ont progressivement affecté sa santé, et elle est finalement succombée à une anémie plastique en 1934, à l'âge de 66 ans. Cette condition était liée à son exposition à long terme à des niveaux élevés de radiation, soulignant les risques encourus par les premiers scientifiques qui se sont aventurés dans l'inconnu avec des matériaux radioactifs. L'héritage de Curie va bien au-delà de ses réelles réalisations scientifiques. Son travail novateur a posé les bases du développement des rayons X,
un outil diagnostique vital en médecine aujourd'hui. Les principes de radioactivité qu'elle a établis ont également ouvert la voie à l'utilisation de la radiothérapie dans le traitement du cancer. De plus, ces recherches ont joué un rôle crucial dans le développement de l'énergie nucléaire, qui a considérablement façonné le paysage énergétique mondial. L'impact de Marie Curie s'est étendu au-delà de ses contributions scientifiques. Elle a été la première femme à remporter un prix Nobel et reste la seule personne à avoir reçu des prix Nobel dans deux domaines scientifiques distincts. Numéro 2. Elle a donné naissance à des lapins. L'histoire est remplie de contes étranges et incroyables, en particulier en ce qui concerne les choses que les femmes ont prétendu avoir mises au monde. Des créatures mythiques aux bizarreries étranges. Beaucoup de ces histoires ont inspiré des légendes, et même des légendes de monstres. L'une des affirmations les plus inhabituelles remonte au XVIIIe siècle, lorsqu'une femme a réussi à convaincre toute une équipe de médecins qu'elle donnait naissance à des lapins. Cette femme aurait donné naissance à 20 lapins, un après l'autre, bien que tous soient nés sans vie. Naturellement, cet événement bizarre a attiré l'attention non seulement des médecins locaux, mais même du roi, ainsi que des curieux venus de loin. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait dans son ventre. Après une série d'enquêtes, de tests approfondis et finalement quelques confessions de la femme elle-même, la vérité a été révélée. C'était tout un canular élaboré. Numéro 1. Les statues de soldats. Lors d'une patrouille de routine, un groupe de soldats a soudainement découvert une vue étrange et troublante dans un champ éloigné. Ce qu'ils avaient d'abord cru être des rangées de corps sans vie s'est avéré être quelque chose de bien plus étrange. Une collection de statues qui semblait étonnamment réaliste. Au début, les cœurs des soldats s'emballaient, craignant d'avoir découvert une fosse commune. Se préparant au pire, ils se sont approchés prudemment. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, leurs peurs se sont transformées en confusion. Ce n'étaient pas des corps du tout. C'étaient des statues soigneusement élaborées, chacune si détaillée et réaliste qu'elle semblait capturer les émotions de soldats en détresse. Chaque statue était unique, figée dans des moments d'angoisse, de peur ou de défaite, comme si les sculptures avaient été conçues pour immortaliser le côté sombre de la guerre. Le mystère entourant les statues était aussi glaçant que leur apparence. Certains suggèrent qu'elles pourraient faire partie d'un mémorial troublant, destiné à faire face aux réalités brutales de la bataille. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un projet artistique inachevé, abandonné et laissé à se décomposer dans le champ ouvert, exposé aux ravages du temps. Que pensez-vous qui pousse les gens à commettre de tels actes choquants? Et comment ces vérités historiques façonnent-elles notre compréhension de la société aujourd'hui? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous.